Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette partie 2 d'interview avec Sergei Girnov, un ancien espion du service des illégaux en Russie. Dans cette première partie de vidéo qui est dispo juste là, il nous avait parlé de son histoire au sein du service des illégaux en Russie. Et dans cette vidéo, on va parler des mythes et des réalités de l'espionnage. Et si cette vidéo te plaît et que c'est pas déjà fait, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis let's go pour la vidéo. Est-ce que par exemple, tuer une personne, empoisonner une personne, c'est une partie des missions d'un officier traitant? Ça peut arriver, mais ça arrive beaucoup plus rarement qu'on ne le pense. Ce sont vraiment des exceptions parce que, comme je t'ai dit, notre travail d'officier de renseignement ou d'officier traitant, c'est d'abord et avant tout l'information. L'information, l'information, l'information. Donc, on n'est pas des James Bond, on n'est pas des agents secrets. Nous avons dans chaque service un service action. Là, c'est un service qui est un service particulier qui s'occupe justement des règlements de compte, parce que parfois, chez nos ennemis, je ne sais pas, chez les terroristes, il faut liquider certaines personnes. Donc, ça peut arriver, mais c'est exceptionnel. Et de toute façon, ce n'est pas nous qui prenons cette décision, c'est nos dirigeants politiques qui prennent cette décision. En France, c'est le président de la République, et en Russie, c'est le président Poutine qui prend cette décision. Après, nous sommes les exécutants, ça peut arriver. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des services, dans la plupart des services, les officiers de renseignement ont un statut de militaire. Pourquoi un statut de militaire? Parce qu'on peut te donner un ordre. Et en tant que militaire, tu dois exécuter cet ordre. Parce que si tu étais civil, on ne pouvait pas t'ordonner de tuer quelqu'un ou d'empoisonner quelqu'un ou de faire du mal physiquement à la personne. Après, c'est un peu hypocrite. Parce que si tu prends, en Russie, nous avons une loi qui s'appelle la loi sur le renseignement extérieur. Et selon cette loi, il y a un article qui interdit formellement de faire du mal à des personnes physiquement. Mais ça peut arriver. Donc du coup, c'est quelque chose de très hypocrite. Et c'est pour ça d'ailleurs que tous les services de renseignement sont les services criminels. Est-ce que le détecteur de mensonges, c'est un mythe ou une réalité? Donc le détecteur de mensonges, c'est une réalité, ça s'emploie réellement. J'y suis passé. Quand on est... pas tous les officiers passent sur le détecteur de mensonges. Uniquement, chez nous, c'était uniquement les illégaux qui passaient sur le détecteur de mensonges. Le détecteur de mensonges n'est pas quelque chose de parfait. C'est un appareil qui mesure en fait la réponse de ton corps aux questions qu'on te pose. Et on suppose que lorsqu'on te pose la question à laquelle tu ne veux pas répondre, ton corps va changer. Donc la pression va changer, le battement de cœur vont changer, et c'est ça. Et cet appareil, c'est ça qu'il mesure. Donc c'est un appareil de mesure. Et comme c'est un appareil de mesure, donc on peut le tromper. Si toi, on peut t'apprendre à maîtriser ton corps tellement que tu peux apprendre à ne pas réagir à des questions qui te dérangent. Et donc cet appareil existe, mais cet appareil n'est pas parfait. Et est-ce qu'il y a des femmes espionnes ou officiers traitants? C'est une très bonne question, parce que c'est un mythe. C'est un mythe qui existe beaucoup dans les pays occidentaux, y compris en France. Tout le monde divague sur la belle diva, sur la belle nana russe, blonde, belle, avec forte poitrine, qui va vous entraîner vers la trahison. En réalité, ça n'existe pas, enfin quasiment pas. Quand j'ai fait mes études à l'école d'espionnage, on n'avait aucune femme avec nous. Donc il n'y avait que les garçons, que les hommes. En revanche, on utilise les femmes. Ça veut dire que dans certaines parties de notre renseignement, on utilise les femmes, surtout chez ce qu'on appelle les illégaux. Les illégaux, c'est les gens qui partent à l'étranger pour de nombreuses années, et souvent, comme sous la couverture profonde, parce qu'ils se présentent comme des étrangers et non pas comme les Russes et les Soviétiques. Et donc, pour passer ce temps, souvent on les envoie en couple.
Et donc, dans ce cas-là, oui, la femme est à côté de son mari, mais en général, elle est auxiliaire. Lui, c'est un officier principal, et elle, c'est un officier auxiliaire. Après, dans nos opérations, nous utilisons les sources ou les moyens, les agents, qui sont les agents féminins. Ça, oui. Mais les officiers de carrière dans la plupart des services russes ne sont pas les femmes. D'accord. Et par exemple, le stylo caméra, le rouge à lèvres laser, en fait, les gadgets, pareil, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que vous les utilisiez? C'est vrai, ça existait, ça existe toujours, mais on les utilise assez peu, nous-mêmes. Les gadgets, c'est plutôt pour nos sources et pour nos agents. Parce que bien évidemment, par exemple, si tu as une source ou si tu as un agent qui travaille au palais de l'Élysée, il peut pas venir avec, il peut pas sortir avec les documents parce que c'est interdit, les documents secrets qui nous intéressent. Il faut lui donner, il faut l'équiper bien évidemment avec la technique qui lui permette de prendre les photos sur place. Et parfois, il ne peut pas le faire ouvertement avec son smartphone ou avec un appareil photo. À ce moment-là, on va l'équiper avec les gadgets, on va lui donner un stylo, il va faire semblant de lire ce document en utilisant son stylo, et ce stylo va être une caméra. D'ailleurs, ces gadgets, maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont accessibles au grand public. Vous pouvez aller sur Internet, taper les gadgets d'espionnage et vous trouverez tout un tas de choses qui existent, techniques, qu'on peut utiliser tout en sachant que certains gadgets, on n'a pas le droit de les utiliser. On n'a pas le droit, par exemple, de filmer quelqu'un ou d'enregistrer la conversation avec quelqu'un s'il n'est pas au courant. Mais les gadgets existent et bien évidemment, maintenant, les gadgets sont beaucoup plus perfectionnés qu'à mon époque. Est-ce que on peut avoir une vie privée, une vie de famille en tant qu'officier traitant? Tout à fait. Officier traitant légal a une vie de famille normale et non seulement il a une vie de famille normale, mais il doit avoir une vie de famille normale. Parce que, comme je t'ai dit, c'est un métier, c'est une activité qui est très stressante et le service veut que les gens aient une famille, une vie de famille normale parce que la famille, ça vous permet de déstresser. Et donc, quand vous êtes bien entouré, quand vous avez votre épouse, vos enfants, ça vous permet aussi d'être entouré, d'avoir une cellule familiale lorsque vous êtes sur le terrain. La seule exception, c'est pour nous, c'est le service des illégaux. Le service des illégaux, c'est le service où on peut envoyer un célibataire pour qu'il retrouve une femme sur le terrain, dans le pays, parce que comme ça, il va se marier, et puisqu'il va se marier, il va obtenir la nationalité par naturalisation du pays qui nous intéresse. Et du coup, là, ça pose un problème, puisque, bien évidemment, tu vas tromper cette femme. Tu vas tromper, tu dois lui raconter des bobards. Après, à un moment donné, peut-être, tu vas lui dire, je suis un espion, mais c'est même pas vrai. Et donc, du coup, là, ça pose pas mal de problèmes éthiques dans la vie privée. Et parfois aussi, ça peut poser des problèmes dans la vie privée, puisque nous n'avons pas la liberté d'avoir la vie privée entièrement, puisque si tu rentres dans le service comme célibataire, tu dois informer le service avec qui tu sors. Si tu n'es pas marié, bah, tu dis voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Et à ce moment-là, le service, c'est pas pour s'immiscer dans ton lit ou dans ta vie privée, c'est pour se rassurer que cette personne n'est pas un agent qui est infiltré pour te contrôler. Et donc, ils vont faire, là, bien évidemment, une enquête pour enquêter sur cette personne. Et ce qui est arrivé dans ma vie, à un moment donné, ils m'ont demandé ça et ils m'ont dit non, la fille que tu nous as présentée ne nous convient pas. Et ils m'ont dit devant le fait de choisir entre les services et la fille. J'ai choisi le service, mais ça m'a marqué à vie. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette deuxième partie d'interview. Encore un grand merci à Sergei Girnov d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu à nos questions. Et si cette vidéo t'a plu et que c'est pas déjà fait, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.